Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration entre RSSI et DPO avec Jérôme Poggi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Thomas Honnête. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, Bonjour. en premier lieu, Jérôme, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, Jérôme Poggi, je suis le RSSI depuis 2017, donc ça fait déjà pas mal de temps, à la ville de Marseille. Thomas ? Thomas Honnet, je suis DPO de la ville de Marseille depuis 3 ans et demi et je suis juriste plus globalement en droit du numérique. Alors, Jérôme, le métier de RSSI consiste en quoi ? Alors, le métier de RSSI, donc le R c'est pour responsable, donc j'ai pas mal de responsabilités. C'est vraiment la responsabilité de la sécurité du système d'information. C'est aussi bien à s'assurer que techniquement tout est bon et aussi s'assurer de la partie gouvernance que ce soit en conformité. Mais en conformité ne veut pas dire en sécurité. C'est pour ça qu'il y a la partie technique qui va derrière. Et Thomas, un DPO ? Un DPO, donc en anglais c'est Data Protection Officer, en bon français délégué à la protection des données. Je m'occupe de la conformité, du bon respect de la ville de Marseille au droit de la protection des données à caractère personnel. Donc le fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, et la loi informatique et liberté. Et donc je fais ça à la ville de Marseille depuis 3 ans et demi. Alors, pourquoi est-ce qu'un RSSI et un DPO collaborent ? Parce que on a la même direction, c'est protéger le SI, protéger la donnée. Le SI il héberge la donnée, donc on va vers cette petite chose et c'est, enfin, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Moi, je m'occupe de la partie cyber, la partie sécurité, et Thomas fait vraiment toute la partie réglementation, etc. Et on travaille ensemble parce que c'est, pour nous, on a trouvé ça comme ça, c'est deux métiers qui vont de consort. Alors, c'est intéressant que Jérôme insiste sur le pour nous, parce qu'effectivement, c'est pas la même, ça se passe pas de la même façon dans toutes les structures. J'ajouterai une petite précision. Le RSSI s'occupe de la sécurité de son système d'information, et donc dans le système d'information, il va aussi s'occuper de la sécurité des données. Un DPO, il va s'occuper de la sécurité avant tout des données, parce que ça va engager potentiellement les droits et libertés des personnes. Et donc notre angle d'attaque, il n'est pas le même. Ce qui peut amener à des interprétations différentes. Pourquoi je dis que Jérôme, c'est intéressant qu'il insiste sur le pour nous, parce que on est très souvent d'accord à la ville de Marseille sur les interprétations qu'on doit avoir, sur les directions qu'on doit prendre. C'est pas le cas partout, parce que justement on n'a pas cette même vision, et ce qu'on entend souvent, c'est que des RSSI vont être plus stricts que des DPO, parce que plus protecteurs. À Marseille, on n'a pas ce problème-là depuis 3 ans et demi, et on est très très souvent sur la même ligne sur les mesures qu'il faut prendre en compte, etc. Mais normalement, le DPO, est-ce qu'il ne doit pas, lui, protéger les données dans l'intérêt des personnes dont il possède les données, ce qui est quand même assez différent du RSSI, qui lui assure la cybersécurité dans l'intérêt de son employeur? Oui, complètement. Un DPO, il doit protéger à la fois les droits et libertés des personnes. On parle de personnes concernées par le traitement de données. Donc à la ville de Marseille, ça va être les usagers, mais ça va être aussi les agents de la ville, entre autres. Mais un DPO, il est DPO d'une structure, et donc indirectement aussi, il doit protéger sa structure, son employeur, en faisant des formations, en faisant des sensibilisations, en faisant des recommandations juridiques notamment, pour qu'on fasse bien les choses. Donc moi, de mon point de vue, j'essaie de protéger les deux, et les usagers, et les agents, et mon employeur, par ce respect-là, quoi. Mais il y a forcément des clashs. Un des cas classiques, c'est la journalisation des adresses IP, par exemple, du trafic web sur les proxys, ce genre de choses. Le RSSI veut un maximum de logs, tandis que le DPO a tendance à dire il faut qu'il y ait une retention policy, il faut qu'il y ait une justification a priori, etc. Ça, c'est un grand classique des entreprises. Complètement.
Mais un RSSI qui respecte la législation, il doit pas avoir ce problème. Effectivement, on a envie de garder les logs pendant des années pour des besoins. Bon, après, il y a toujours une histoire d'espace, mais on en a rarement besoin de plus que ce qui est écrit dans les textes. Pour l'instant, les logs des proxys, ok, c'est gardé 1 an. Quand on arrive à nous demander des choses, de ce qui se sont passées il y a 3 mois, c'est assez exceptionnel. Bon, 1 an, souvent, c'est parce qu'il y a une réquisition judiciaire ou ce genre de choses. Mais, enfin, moi, je vois pas d'incompatibilité dans ce genre de choses, quoi. Il y a aussi une incompatibilité dans la réponse aux incidents où le DPO est responsable de notifier les clients ou les usagers le plus vite possible, tandis que le RSSI va tendance à vouloir poursuivre les investigations autant que possible avant qu'il y ait trop de monde sur l'affaire, quoi. Mais c'est quelque chose qui doit fonctionner en parallèle. Effectivement, le DPO il doit notifier dans les 72 heures. Le RSSI avec la NIS V2, ça va être dans les 48 heures. Ok, on a des restrictions, des obligations de réponse rapide, mais une fois que la partie DPO est démarrée, ça va pas perturber l'investigation. Oui, pour moi, c'est plutôt compatible. Hein. C'est plutôt compatible. J'en ai discuté récemment avec un DPO d'une grande structure publique dont je tairai le nom, qui a subi une cyberattaque, où on voit que les obligations imposées par le RGPD, effectivement, on va avoir par exemple des notifications dans les 48-72 heures. Le travail du DPO, il s'arrête pas là en réalité. On a la petite notification à la faire à l'autorité de contrôle, la CNIL ou aux personnes concernées, mais le travail, il continue. Alors c'est le RSSI qui poursuit ses investigations, etc. Mais le DPO aussi, il a une obligation de sécurité dans le RGPD. Et donc c'est là que le travail en commun, il est indispensable. Et en réalité, le travail du DPO, il continue, la collaboration continue avec le RSSI sur des grosses cyberattaques, des semaines, des mois. Hein. Je voulais poser une question, mais j'ai besoin de la réponse à cette question fondamentale qui est quelle est votre structure hiérarchique ? C'est-à-dire que est-ce que l'un de vous est chef de l'autre ? Est-ce que vous reportez à la même personne ou est-ce que vous êtes dans des structures complètement différentes, auquel cas il faut remonter jusqu'au PDG ou au maire pour vous mettre d'accord ? Donc au niveau hiérarchie, on est indépendant. Moi, je dépends de la DSI, qui dépend de la directrice générale adjointe, et Thomas dépend, lui, directement de la direction générale adjointe. Voilà. Donc on n'a pas de lien de hiérarchie, ce qui est peut-être aussi quelque chose d'important. Ça veut quand même dire que lui, il est plus élevé, le DPO est plus élevé, il est au même niveau que le DSI. On peut dire ça, oui. C'est un point intéressant. Normalement, un DPO, il doit répondre au niveau le plus élevé de la hiérarchie. Donc, normalement, un DPO devrait être attaché au DGS, donc directeur général des services. Moi, il n'y a pas un secrétariat général chez vous ? Non, non. On a directement. Non, c'est parce que souvent on dit le DPO il devrait être attaché au secrétaire général. Non, pas forcément. En tout cas, le secrétariat général très souvent il va être attaché à la direction générale des services. Donc on est encore au niveau le plus élevé de la hiérarchie. Moi, cette position, elle me satisfait, c'est-à-dire celle d'être attaché à une DGA. Directrice générale adjointe, donc sous le DGS, parce que j'ai des bonnes relations de travail avec ma directrice, parce que quand je dois faire remonter un sujet au plus haut, je peux le faire directement, et parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement problématique, je trouve, dans le métier de DPO, c'est que il est censé à la fois être dans une structure, avoir un contrat de travail et donc être attaché hiérarchiquement à des personnes. C'est la même chose dans le privé d'ailleurs. Et en même temps, lorsqu'il remplit ses missions, être totalement indépendant. Et donc ça, c'est une position assez inconfortable pour beaucoup de DPO. Parce que on est dans une certaine hiérarchie et en même temps être censé dire des choses qui fâchent. Hein. Concrètement, c'est à ça qu'elle sert l'indépendance. Donc on n'a pas, pour revenir à notre cas très particulier, moi avant j'étais au même niveau que Jérôme, c'est-à-dire rattaché pas à DSI mais à DTNUM, direction
la transition numérique. Je trouve que ce rattachement hiérarchique, Jérôme, ne nous empêche pas du tout de travailler, de bien travailler, et on n'a pas du tout de sujet. Oui, en fait, c'est surtout que le RSSI, il n'a pas cette chance, parce que le RSSI, Jérôme, il n'a pas non plus des choses qui fâchent à dire. Ah si, il m'arrive que j'ai des choses fâcheuses à dire, évidemment, comme Thomas. J'allais poser la question, mais ça n'a pas toujours été comme ça, à moins que vous soyez des jumeaux karmiques et que vous ayez été embauchés le même jour, mais sinon, qui était le premier? C'était le RSSI, le DPO? Comment ça se passe quand on a travaillé tout seul et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient donner son avis? Alors, historiquement, c'est moi qui étais là avant, voilà. Ça se passait très bien aussi avec la DPO précédente, donc pour moi, c'est quelque chose qui est normal, quoi. Et quand il y a des antagonismes entre un RSSI et un DPO, en général, c'est dû à quoi? Pour moi, c'est dû à une différence d'interprétation, justement, sur ce que je disais au début, sur l'angle qu'on prend. Le RSSI, dans les cas que j'ai vécu, le RSSI, souvent, il va avoir une vision plus stricte, une vision du risque plus stricte, parce qu'il va vouloir sécuriser plus de choses, entre guillemets, que le DPO qui se focalise sur les données à caractère personnel et sur les droits des personnes. Et donc, souvent, le principal antagoniste que j'ai rencontré, pour moi ou pour d'autres, des collègues, etc., ça va être un DPO qui va être plus strict sur les mesures de sécurité apportées, un RSSI, pardon, plus strict sur les mesures à mettre en place, et un DPO plus souple, en tout cas peut-être avec une vision moins globale sur le SI, parce que c'est pas sa mission première. Alors justement, si je puis me permettre, c'est intéressant. C'est quoi vos référentiels de sécurité à l'un et à l'autre? Parce qu'on arrive au débat inéluctable entre les 42 mesures, c'est un exemple, hein, les 42 mesures d'hygiène de l'ANSSI, unanimement respectées, dans le privé comme dans le public, on se pince pour y croire. Et de l'autre côté, l'article 32, quand même, qui est un peu une misère, hein, parce qu'avec 3 lignes, de temps en temps, on essaie de nous en faire un pataquès. Alors c'est quoi votre arbitrage? Je crois que c'est simple, c'est individuellement l'intérêt chacun, public. et comment vous faites pour vous entendre? L'intérêt de protéger les données de l'administration. Oui, je suis assez d'accord. Pour être très transparent aussi, moi je me repose aussi beaucoup sur Jérôme dès qu'on va aborder les sujets très techniques. Je pense que c'est aussi ce que font beaucoup de DPO. Moi je vais avoir une vision peut-être plus du risque qui peut être différente de celle de Jérôme, mais j'ai besoin de Jérôme pour qu'il m'explique techniquement certaines mesures. Et lui, il a besoin de moi pour que je lui explique des mesures plus juridiques. Et donc, c'est en ça qu'on se complète complètement. Il y a beaucoup de DPO qui n'ont pas des profils de juristes. Moi, je suis vraiment juriste, je suis diplômé en droit, etc. Donc, je suis vraiment très juriste. J'ai développé, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, qu'il faut absolument développer au moins quelques petits skills en cybersécurité, parce que si je comprends absolument rien de ce que me raconte Jérôme, ça va être problématique, il va pouvoir m'embobiner et faire ce qu'il veut. Mais c'est sûr qu'il y a aussi une réalité, c'est que dès qu'on rentre dans la technique dure, là je me repose sur lui et je lui fais confiance. Donc on peut avoir des différences d'appréciation sur le risque, mais j'ai besoin qu'il m'explique avant. Quand il va m'avoir expliqué telle mesure, voilà en quoi ça consiste, etc., qu'il va me vulgariser la chose, c'est là où moi on peut commencer à discuter, où je vais dire est-ce que là on n'en fait pas trop, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que là on peut réduire, etc. Mais dès que ça va parler très tech, j'ai besoin de Jérôme. Concrètement, votre longueur de mot de passe minimale, elle est à combien? Et vous avez choisi comment? Là, pour le coup, il faut un chiffre, quoi. On regarde les textes du NIST, de l'ANSSI, ils donnent tous des recommandations différentes. Donc, mais t'inquiète pas, ils font de la double authentification. Du passwordless, Hervé, tu veux dire? Et Thomas, tu disais, Jérôme pourrait avoir envie de m'embobiner. Dans quel cas, je parle de Jérôme et d'un RSSI, pourrait avoir envie d'embobiner un DPO? Dans le cas où un DPO aurait une mauvaise appréciation du risque, on aurait un désaccord sur l'appréciation du risque, Jérôme souhaiterait mettre davantage de mesures de sécurité que moi, il pourrait tout à fait m'embobiner en me disant voilà, il faut faire ci et ça parce que c'est absolument nécessaire, tu te rends pas compte, etc. Voilà, sur ce genre de choses pour qu'il arrive à ses fins entre guillemets sur la sécurisation. Ça arrive, je sais pas si c'est déjà arrivé une fois en 3 ans et demi qu'on a un gros désaccord sur une mesure à mettre en place. On est vraiment assez complémentaires et
et dans d'autres expériences que j'ai eues avant, ça se retrouve pas toujours. Là, on est assez complémentaires sur la vision du risque. Je trouve que la ville de Marseille a un RSSI qui sécurise beaucoup sans être dans l'excès qui pourrait ralentir les métiers, poser trop de problèmes, etc. Et en tout cas, moi qui pourrais me poser des accords de fond d'interprétation, quoi. Donc, c'est ça. Bon, de toute façon, au niveau du métier, je suis toujours bloquant, hein, donc voilà, je suis toujours l'enquiquineur, quel que soit le type de métier. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qui est intéressant parce que moi, je vois que tu ne l'es pas. Je vois que tu ne l'es pas et c'est la vision, je pense, que tous les métiers ont du RSSI. Je vous rassure, beaucoup de gens ont cette vision des DPO aussi. Hein. J'essaye de pas être le DPO juriste au fond du couloir qui dit oui ou non. J'essaie de trouver des solutions juridiques, des chemins juridiques pour que les métiers puissent faire ce qu'ils ont à faire, surtout quand on est dans une administration et qu'on remplit des missions de service public. Donc notre mission à Jérôme et à moi, en réalité, c'est ça. C'est un besoin d'un service et en fonction des différentes obligations réglementaires et techniques, de trouver une solution pour que les collègues puissent remplir leur mission de service public. En 2026, il y a 3 vendredis 13, donc l'un d'entre nous va forcément gagner à la loterie à un moment ou à un autre. Est-ce que le RSSI doit être impliqué dans le choix dans la sélection du nouveau DPO ou réciproquement ? Est-ce que c'est important d'interviewer le successeur, le candidat ? Ou est-ce que c'est la surprise le jour J et on voit si les personnalités sont compatibles ? Et réciproquement, est-ce que le DPO doit être impliqué dans le choix du nouveau RSSI ? Alors là, c'est une très bonne question. J'y ai jamais vraiment réfléchi. Je pense que je serais assez mal à l'aise de donner mon avis sur le recrutement d'un RSSI. Je trouve que ce serait pas mon job. Après, j'entends la question, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'il faut une complémentarité, à mon sens, pour qu'on travaille bien ensemble. Après, l'opposition et les désaccords ont aussi des avantages. Hein. Je serais mal à l'aise, moi, de devoir donner mon avis sur un RSSI. Pareil, c'est pas évident. Voilà. Ce qu'on pourrait donner comme avis, c'est de donner une direction, d'avoir quelqu'un qui est quand même un petit peu, qui comprend un peu techniquement, voilà, d'avoir le même profil que ce qu'on a actuellement. Enfin, mais je verrai pas plus. Après, voilà, c'est juste de l'aide, mais sur le choix, certainement pas. Oui, moi j'ai une question qui mêle le juridique et le technique, question auquel j'ai été confronté moi, mais c'est votre avis qui est le plus intéressant. C'est la rédaction des chartes, les fameuses chartes utilisateurs. Je vois que récemment j'ai un RSSI qui était très en pointe avec un DPO qui freinait des 4 mains parce qu'il comprenait rien. Et précédemment j'avais le contraire, j'avais eu un DPO qui était assez fan de tech, qui connaissait bien son métier et qui poussait le RSSI un peu dans ses retranchements pour écrire. Comment d'abord, est-ce que vous en avez ? Je pense que oui, quand même, à la ville de Marseille. Vous devez avoir des chartes, oui. Heureusement que vous faites oui de la tête l'un et l'autre. Mais est-ce que vous arrivez à bosser ensemble et comment vous répartissez les rôles ? Parce que c'est un truc qui n'est pas forcément évident à écrire, même s'il y a des modèles pourris partout, mais c'est quand même pas si facile que ça à écrire. Déjà, on se base sur ce qu'on a déjà et après, on fait évoluer. Puisqu'on a quand même eu une base assez importante, aussi bien une charte d'administrateur qu'une charte d'élu qu'on revoit en ce moment. On a aussi une charte d'utilisation du SI qui est assez ancienne mais qui tient encore la route. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on retravaille ensemble. Oui, tout simplement. On travaille à 2 mains sur les documents, on les commente, on fait des modifications, V1, V2, V3, et on échange assez simplement finalement là-dessus. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Chacun travaille sur ses parties et ça fonctionne plutôt bien comme ça. La mise à jour de la charte pour les élus, c'est pas en vue des futurs élus ? C'est la charte des élus, voilà, qu'on fait signer après chaque élection. C'est la charte d'utilisation du SI par les élus. Voilà. Oui, du respect des bonnes pratiques d'hygiène par les élus aussi. Aussi. Et oui, parce que on traite les données et l'USI utilisées aussi bien par des citoyens que nos agents, mais aussi nos élus. Et la charte des utilisateurs à privilège, elle date d'il y a longtemps chez vous ?
largement plus de 6 ou 7 ans. Quel est le fond de ta question, Hervé? Tu veux parler du cloud ou c'est quoi le... Non, c'était pour savoir si le DPO était déjà là à l'époque ou s'il a récupéré le document tout fait. Enfin, le DPO actuel, j'entends. Je veux pas vous faire peur, mais la rédaction de documents, même juridiques, à l'ère de l'IA, de toute façon, c'est un problème réglé. C'est ni le DPO ni le RSSI qui le fait. C'est l'humour. Oui, alors, ils relisent et ils amendent quand même. Bon, il semble que ça ne soit pas toujours le cas, en fait, cette bonne entente entre RSSI et DPO. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un RSSI et un DPO qui ne s'entendent pas? Pensez à toutes les autres collectivités que vous avez croisées et où la situation n'est pas aussi idyllique que dans la ville de Marseille. Déjà, je dirais d'avoir des bureaux assez proches. Parce que une communication verbale au café ou en passant dans les couloirs, etc., c'est important. On se voit, on communique, tiens, j'ai vu quelque chose, ah tiens, il y a ça, on se partage. Il y a vraiment cet échange rapide, court, régulier. C'est extrêmement important. C'est ce partage qui est, je pense, qui est important. La proximité, voilà. Et puis bon, il suffit de se parler, hein, voilà, puisque l'intérêt, au final, il est le même. Moi, je dirais le fait de mettre de l'eau dans son vin et de savoir prioriser les vrais sujets. Quand on est DPO de la ville de Marseille, la deuxième ville de France, il y a une montagne, et RSSI aussi d'ailleurs, il y a une montagne de sujets, de choses à faire, de priorités. Il faut réussir à prioriser tout ça et à bien définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et je pense que débattre, d'avoir un petit désaccord sur une mesure de sécurité à mettre en place, sur une analyse de risque, on n'a pas exactement la même, etc. Je pense qu'on a vraiment de l'énergie à mettre ailleurs avec Jérôme et que même si on peut avoir un désaccord mineur ou voilà sur un sujet, il faut ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Si un jour je suis pas tout à fait d'accord, je me dis bon, ça changera pas vraiment les choses. S'il estime qu'il faut plus faire ci, plus faire ça, faisons-le et on a 1000 autres chats à fouetter. Donc, à mon sens, c'est aussi beaucoup de perte d'énergie et de mal réussir à prioriser qui pose problème à beaucoup de DPO et RSSI. Il faut savoir faire confiance à l'autre et accepter que un DPO avec sa hiérarchie entre guillemets et avec son RSI, il n'a pas toujours, il gagne pas toujours tous les combats et il faut savoir laisser certains combats de côté en se disant il n'y a pas mort d'homme sur ce sujet-là, ça va pas changer la face du monde et on peut, ça repose sur ce que dit Jérôme aussi, quoi, sur la confiance et sur les échanges fréquents. Voilà, moi je me bats pas pendant 48 heures avec Jérôme sur un sujet. S'il me dit je suis sûr qu'il faut aller vers ça, allons-y et je te fais confiance. Moi, je suis ravi d'entendre que ça se passe bien entre vous, parce que je pense que c'est la seule manière d'avancer utilement. Je veux dire, a priori, c'est vrai que vous avez des missions qui sont parfaitement complémentaires. Moi, j'ai juste l'exemple, et c'est pareil, c'était dans le secteur public, où là, il y avait un DPO, il y avait un RSSI qui était très professionnel, avec une grande expérience, et qui a vu arriver une DPO juriste avec toute la partie négative que ça peut avoir. Ils se sont mis à se détester, même pas cordialement. Et à un moment, il y a le RSSI qui a imposé sa charte. Je l'avais un peu aidé à rédiger son truc. Et la DPO est allée voir le chef en hurlant, en disant que si c'était comme ça, si la charte était signée comme ça, elle allait démissionner. Le chef l'a regardé, lui a dit écoute, démissionne, mais fous-nous la paix et laisse-nous bosser tranquille. Bon, heureusement, je pense que c'est assez minoritaire parce que finalement, quand on bosse dans une même entreprise ou dans une même administration, on œuvre dans le même sens. Mais de temps en temps, ça coince un peu. Et il y a sûrement des DPO qui sont, pour le dire en clair, de sales cons. Hein. J'en ai croisé un récemment aussi, qui faisait n'importe quoi ou rien. Donc, effectivement, ça fait plaisir de vous entendre tous les deux, voir cette complémentarité qui est indispensable à la bonne réussite de la mission commune, quoi. Mais c'est intéressant sur les profils de DPO. En réalité, il y a beaucoup de gens qui peuvent être DPO. On va avoir des profils plus tech, on va avoir des profils uniquement juristes. Il n'y a pas de diplôme officiel de DPO. On peut être juriste en droit du numérique, on peut être plus tech, on peut être chargé de conformité avec d'autres choses que la conformité
au droit de la protection des données. Et donc, les moments où ça peut coincer, notamment, ça peut être aussi les moments où on a des DPO qui n'ont pas forcément d'appétence technique. Moi, je le dis, je suis assez, voilà, moi, je vais être assez limité face à Jérôme, évidemment. Mais j'ai cet intérêt-là, j'ai cette appétence-là qui va au-delà de la culture cyber, qui va juste à la culture informatique, de bidouiller un ordi, etc. Si on n'a pas cet intérêt-là, et je le dis toujours à mes étudiants, si ça vous intéresse pas de comprendre comment ça marche, ça va être compliqué d'être un bon DPO et un bon juriste en droit du numérique. Donc je pense que ça aussi, c'est un point bloquant. Comme tu as dit, un DPO juriste, vraiment juriste, comme on se l'imagine, ça peut être bloquant. Oui, mais alors maintenant, je pense que ça bouge quand même majoritairement. Les DPO juristes, ils se forment aux bases de la cybersécurité. Ah bon? Ah, écoute, oui. D'accord. En fait, En fait, tu vois que ceux qui s'y oui, intéressent, je alors, pense. C'est pour ça que tu as cet tu as avis-là. tout à fait raison. Mais alors, pourquoi En fait, ce que je vois, c'est l'augmentation. Alors, peut-être c'est une augmentation due à l'augmentation des DPO, mais ce que je vois, c'est le succès des juristes qui s'intéressent à apprendre les bases de la cyber. Il y en a toujours un petit peu plus chaque année. Ok, alors peut-être c'est un épiphénomène, il n'y a que moi qui le vis, mais bon, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de DPO d'origine juriste qui progressent en informatique et en cyber. Moi, j'espère que tu as raison. Moi, je vis l'expérience inverse. C'est-à-dire que quand j'essaie de recruter souvent des jeunes, hein, des alternants ou des alternantes, ou des juristes qui sont plutôt jeunes, moi, je recrute que des profils juridiques, hein, voire avocats. Quand j'en trouve qui réussissent à s'intéresser à la technique, j'ai même pas dit essayer de progresser vraiment, mais c'est un véritable problème. Et en fac de droit, notamment, c'est un cauchemar. Ah oui, Alors, je suis d'accord. si toi, Je tu suis vois des d'accord. Alors, DPO... moi, je vais tout de suite me corriger. C'est-à-dire voilà. que moi, les gens que je vois qui se forment à l'informatique et à la cybersécurité, ils ont voilà, entre oui. 40 et 60 ans. Que ce soit très clair. Ce sont des juristes devenus DPO qui ont toute une vie professionnelle derrière eux, diverses et variées, Ouais, ok. et qui ont entre 40 et 60 ans, et qui veulent beaucoup mieux comprendre ce que racontent les informaticiens, beaucoup mieux parler et collaborer avec leur RSSI. Et d'un autre côté, mais finalement, des informaticiens, des RSSI, des DSI qui se forment au droit, oui, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même aussi. Mais là, je reconnais qu'il y en a moins. Bah moi, tu vois, j'ai le sentiment inverse, c'est que notamment pour m'occuper pas mal de DORA, de NIS 2 et maintenant du CRA, je vois de plus en plus de RSSI qui mettent le nez dans les textes et qui essaient de comprendre. Alors après, comme c'est pas toujours bien écrit, c'est vrai que c'est compliqué, objectivement. Dire le CRA, c'est quand même une grosse tannée de la mort, c'est très clair. Mais je vois là encore, j'ai eu l'exemple aujourd'hui sur NIS 2. Il y avait un directeur technique, bon, qui était une sorte qui avait aussi des casquettes de RSSI. Bah, il était rentré dans NIS 2, quoi. Alors, il pouvait se tromper une ou deux fois, mais enfin, quand nous les juristes on aborde la technique, c'est pas nous qui allons reprocher aux autres de se tromper, parce que nous, des fois, on comprend rien du tout. Faut être très clair. Mais moi, je constate au contraire des gens qui ont un profil qui est très tech au départ, qui rentrent plus volontiers dans l'encadrement juridique de tous ces machins. Non, C'est marrant. Enfin, tu vois, c'est une vrai question de sur perception. l'ensemble de la société par des gens qui le font par eux-mêmes. Ce qui se passe, c'est que les juristes qui rentrent dans l'informatique, c'est vrai qu'ils ont plus de difficultés à le faire par eux-mêmes, et donc, ils vont venir en formation. Jérôme, Thomas, est-ce qu'il y a des points dont on n'a pas parlé et que vous souhaiteriez évoquer? Alors, c'est le moment du mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Entente. Curiosité. Camoulox. Non, Oui, désolé, le mot de la fin pouvait être une phrase. Ouais. C'était juste... je peux développer mon mot. Non, curiosité, parce que sur cette entente-là, je pense qu'il faut que les deux profils soient curieux l'un de l'autre. C'est un peu ce qu'on vient de se dire, hein. Un DPO sans intérêt pour la chose technique sera un mauvais DPO, sera un mauvais juriste en droit du numérique. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense que l'inverse est vrai aussi. Je le vois quand Jérôme vient me parler de NIS 2. Je me dis, tiens,
il l'a lu, Nice 2, il l'a comprise. donc je pense que voilà, curiosité pour deux métiers qui sont complémentaires et en tout cas, si on veut bien travailler ensemble, il faut quand même comprendre un minimum ce que fait l'autre. Bon, eh bien, Jérôme, Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.